Bonjour, Jacques, merci infiniment d'être avec nous comme chaque semaine pour ce rendez-vous hebdomadaire. Bonjour et merci de m'inviter une fois de plus et bonjour à toute notre audience. Merci beaucoup. Jacques, j'aimerais bien commencer avec vous concernant les derniers développements de la guerre russo-ukrainienne. Comme vous savez, les États-Unis et leurs alliés ont permis à l'Ukraine d'utiliser leurs missiles pour frapper les profondeurs russes, ce qui a poussé le président russe Vladimir Poutine à sortir dans les médias pour menacer de conséquences. Ce qui semble avoir conduit à un recul des États-Unis et de ses alliés. Ainsi, j'aimerais avoir votre point de vue concernant ces informations sur la fourniture par l'Iran de systèmes de missiles à la Russie. Alors, tout d'abord, quand on parle de l'autorisation donnée par les États-Unis de frapper dans la profondeur du territoire russe, il faut être très prudent. Nos médias ont dit que les Américains avaient donné cette autorisation. En réalité, rien n'indique que les États-Unis aient donné cette autorisation. Donc, pourquoi les Américains doivent donner cette autorisation? Pour deux raisons. Enfin, deux raisons principales, parce qu'il y en a plusieurs. La première, c'est que les équipements occidentaux, notamment Storm Shadow et Scalp, qui sont utilisés et qui ont été fournis à l'Ukraine, ont des composants d'origine américaine et que par conséquent, les Américains, en vertu des accords concernant les livraisons d'armes, les Américains ont droit de regard sur la manière dont les armes sont utilisées, puisque ces armes ont des composants américains et que ça peut avoir des conséquences politiques notamment. Et donc, déjà, c'est un premier élément. D'ailleurs, les Américains avaient mis en évidence cet aspect lorsqu'ils avaient interdit aux Britanniques de donner l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser les Storm Shadow dans la profondeur du territoire russe. Et puis, il y a une deuxième raison qui est probablement plus opérationnelle et plus sérieuse. Enfin, plus sérieuse, c'est pas que l'autre n'est pas sérieuse, mais celle-là est plus grave. C'est que tous ces équipements, que ce soit les missiles ATACMS, que ce soit les Storm Shadow, Scalp, etc., utilisent pour se guider le GPS, GPS américain. Et on sait que les Russes arrivent à brouiller le signal GPS et par conséquent à empêcher le guidage des missiles. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs presque quotidiennement pour brouiller et empêcher l'attaque des attaques de drones, par exemple, ukrainiens. Et également les attaques, HIMARS, etc., tout ça sont empêchés en grande partie par les systèmes de brouillage et de spoofing du signal GPS. Ça veut dire que si on veut envoyer des missiles contre le territoire russe, il faut avoir un autre système de guidage et cet autre système de guidage se base sur les satellites américains. C'est une sorte de GPS pas GPS artificiel, mais une sorte de ciel artificiel, si vous voulez, qui est militaire cette fois-ci, pas seulement GPS, qui pourrait être donné par les satellites américains. Et donc, cela signifie que les données qui doivent être introduites dans les missiles avant leur tir sont des données propriétaires américaines. Et respectivement, vous avez la même chose pour les missiles Storm Shadow et Scalp, qui sont des missiles d'origine franco-britannique. Donc, ça veut dire que les pays qui donnent l'autorisation sont aussi ceux qui rendent possible l'attaque des missiles. Et par conséquent, on peut considérer, à juste titre d'ailleurs, que ces pays deviennent des parties prenantes dans le conflit, deviennent co-belligérants d'une certaine manière, puisque c'est grâce à leurs données que les missiles parviennent à leur objectif. Donc ça, c'est les deux principales raisons pour lesquelles les Américains sont extrêmement prudents et beaucoup plus prudents que leurs alliés occidentaux européens, par ailleurs, concernant cette chose-là. Maintenant, quand on parle d'autoriser l'Ukraine pour frapper le territoire russe, il faut bien qu'on s'entende aussi sur le vocabulaire. Les Américains ont effectivement donné l'autorisation aux Ukrainiens
d'utiliser des armes comme les ATACMS ou HIMARS pour attaquer sur le territoire russe, mais uniquement dans la zone frontalière. C'est-à-dire uniquement, cette autorisation a été donnée au moment où les Russes ont lancé leur opération contre Kharkov. Ça devait être au mois de mai de cette année. Et là, les Américains ont dit, vous avez la possibilité de frapper sur les arrières russes, mais dans la zone de Kharkov. Les Français ont fait la même chose. Donc, il y a effectivement une autorisation pour utiliser dans une profondeur de l'ordre de, maintenant, je dirais, je ne sais pas s'il y a une distance qui a été évoquée, mais grosso modo, ça correspond à une profondeur d'environ 50 km, pas plus. Maintenant, ce que voudrait Zelensky, c'est pouvoir frapper vraiment dans la profondeur stratégique de la Russie, c'est-à-dire attaquer des bases aériennes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les bases de missiles ou d'aviation russe, même celles qui interviennent sur le territoire ukrainien, sont à des distances de plus de 300 km de la frontière. Par conséquent, il s'agirait de pouvoir attaquer dans cette profondeur stratégique-là. Et cela signifie que des villes, notamment Moscou par exemple, pourraient être visées par les Ukrainiens. Et là, les Américains ont des réticences et n'ont pas donné leur autorisation. Donc ça, c'est très important. Ils n'ont jamais donné cette autorisation. Nos médias ont joué sur les mots en disant que les Américains avaient donné cette autorisation. Nos médias ne font pas la distinction entre la zone frontalière et l'ensemble du territoire russe. Mais bon, ça fait partie des mensonges dont ils nous abreuvent régulièrement. Mais les Américains n'ont pas donné cette autorisation. Et d'ailleurs, c'est l'objet des discussions qui ont eu lieu ce week-end entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, afin d'harmoniser leur point de vue. Les Britanniques voudraient que les Américains donnent cette autorisation et les Américains, eux, plus prudents, préféreraient ne pas donner cette autorisation aux Ukrainiens parce qu'ils savent que s'ils donnent cette autorisation aux Ukrainiens, eh bien, les Ukrainiens risquent de l'utiliser de manière, parce qu'ils sont dans une situation un peu de désespoir, on pourrait dire, et qu'ils pourraient donc utiliser ces missiles à des fins qui aillent bien au-delà de problèmes opératifs et de contribuer à une déstabilisation régionale complète. Et donc, les Américains sont très prudents sur cette question. D'autre part, ils savent que les Ukrainiens prennent leurs aises par rapport aux Américains. On l'a vu avec l'attaque sur Koursk, par exemple, que les Américains n'avaient pas approuvé. Et il y a beaucoup de choses d'ailleurs, même par le passé, les attaques sur Belgorod, etc., qui avaient été faites contre la décision américaine. Donc les Américains maintenant sont un peu échaudés par l'attitude des Ukrainiens et préfèrent rester sur une prudente réserve concernant cette autorisation. Les Britanniques, eux, sont plus bellicistes et d'ailleurs on comprend assez mal le rôle de la Grande-Bretagne dans cette affaire parce qu'on a l'impression que depuis le début du conflit, ce sont les Britanniques qui essayent de mettre le feu aux poudres et qui essayent de créer un problème régional en Europe. Donc là, il y a quelque chose qui est assez un peu troublant et les Américains ne sont pas du tout prêts à suivre les Britanniques. Et les Britanniques, par ailleurs, et c'est intéressant de le constater, montrent qu'ils sont dépendants de la décision américaine. Et donc, qui a, si vous voulez, contrairement à ce que les Britanniques essayent de faire croire qu'ils sont indépendants, qu'ils ont une vision très indépendante des choses et des capacités de décision stratégique qui leur est propre, en réalité, pas du tout. Ils restent quand même les petits frères des États-Unis. Et puis, les Américains, à ce stade, surtout, de nouveau, je rappelle qu'on est en période électorale et que les Américains ne veulent pas une situation qui dégénère juste avant les élections présidentielles, et ça peut bien se comprendre. D'ailleurs, les Américains ont la même attitude par rapport aux Israéliens. Donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Vous aviez une deuxième partie de votre question, d'ailleurs, après, que vous avez évoquée, que j'ai oublié maintenant. Concernant la fourniture
la fourniture des Ah oui, la missiles fourniture des missiles, oui. à la Russie et la situation sur le terrain au niveau de Koursk et au niveau du territoire ukrainien. Oui, on y viendra. Alors, concernant la livraison de missiles iraniens, alors je sais que nos médias le répètent et que ça a été répété, y compris par des gouvernements occidentaux. En réalité, il n'y a strictement aucun élément qui permet d'affirmer que les Iraniens ont fourni des missiles à la Russie. D'ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi ils en fourniraient. Les Russes ont déjà des missiles qu'ils produisent en très grande quantité, qui sont de bonne qualité, et surtout, ils n'ont pas de problème, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes des missiles qu'ils doivent ensuite intégrer dans leur système de conduite, eh bien, ils n'ont pas de problème. Tandis qu'importer des missiles dont on ne connaît pas exactement toutes les caractéristiques au niveau de la précision, dans un système de conduite suppose, n'est-ce pas, c'est pas exactement comme des balles de fusil qu'on achète et c'est pas, tout n'est pas interchangeable. Un missile a des caractéristiques qui lui sont propres, des caractéristiques balistiques, mais aussi une précision dans dans l'atteinte des objectifs, qui fait que chaque missile doit être soigneusement calibré, si vous voulez, avant de pouvoir être utilisé. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi les Russes, qui ont une capacité de production de missiles qui est assez impressionnante, auraient besoin d'avoir quelques missiles supplémentaires venant d'Iran, en s'ajoutant la difficulté de les intégrer dans un système de conduite. Ça me semble pas très cohérent et aucun élément permet de le prouver. Donc ça me semble important aussi. Il n'y a aucun élément qui permet de dire que les Russes utilisent des missiles iraniens. Les récentes discussions qui ont eu lieu entre M. Shoigu, qui était l'ancien ministre de la Défense et qui aujourd'hui est secrétaire du Conseil de sécurité russe, et qui a été en Iran il y a quelques semaines. L'objet de ces discussions était probablement davantage la question de fourniture de systèmes à l'Iran que la fourniture de systèmes iraniens à la Russie. Et c'est important parce que, en fait, ce qui est critique pour les Iraniens dans cette relation irano-russe, c'est la perspective ou le risque, disons, d'une attaque israélienne sur l'Iran. Et la Russie a manifestement proposé à l'Iran des systèmes de défense antimissiles et des systèmes de renseignement électronique et de brouillage électronique de façon à faciliter, si vous voulez, la défense de l'Iran contre une éventuelle attaque israélienne. Et donc, c'est plutôt les fournitures de la Russie à l'Iran qui étaient concernées que des fournitures de l'Iran à la Russie. Donc, de nouveau, on a beaucoup d'allégations, mais il n'y a absolument aucun élément qui confirme cette information. Alors, peut-être est-elle vraie, peut-être ne l'est-elle pas, de nouveau, je ne le sais pas, mais je le répète, il n'y a aucun élément concret qui permet de confirmer la livraison de missiles iraniens, missiles balistiques iraniens à la Russie. Alors, concernant la situation à Koursk, on a une situation finalement qui ne change pas beaucoup, enfin je veux dire, elle ne change pas beaucoup. Les Russes avancent, c'est-à-dire que les Russes détruisent du potentiel ukrainien. Et je rappelle que la stratégie russe n'est pas de conquérir du territoire, mais de détruire du potentiel. Et c'est ce que font les Russes, y compris dans le secteur de Koursk. Alors là, ils ne veulent pas conquérir du territoire, mais reprendre leur territoire, mais on voit qu'ils ne le font pas avec une grande rapidité. Et apparemment, si on observe la manière dont ils opèrent, ils grignotent le terrain, mais toujours avec cette même stratégie qui avait été décrite par le général Surovikin en octobre 2022, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire des grandes avancées rapides, mais on cherche surtout à détruire le potentiel des Ukrainiens. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la faillite de cette opération ukrainienne à Koursk, parce qu'elle a finalement consommé énormément de troupes et de matériel pour un résultat qui est assez minime.
Et aujourd'hui, la situation n'est pas seulement stabilisée, les Russes avancent, ils ont récupéré plusieurs villages, mais de nouveau, on sent que les Russes ne sont pas pressés. Et on a même l'impression que les Russes, finalement, temporisent leur avance dans le secteur de Koursk. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont réalisé que ce petit bout de terrain que les Ukrainiens ont gagné en Russie est plus important stratégiquement pour l'Ukraine qu'il ne l'est pour la Russie. Pour la Russie, c'est un territoire, certes, qu'ils doivent reconquérir, si vous voulez, mais c'est un territoire qui est relativement vide de population et qui n'a pas beaucoup de... Je crois qu'il y avait une population, une densité de quelques 12 entre 12 et 15 habitants au kilomètre carré dans cette région. Donc, c'est vraiment très peu habité, à part la ville de Soudja, dont on parle beaucoup, qui faisait 5 à 6 000 habitants. On a finalement une région qui est très peu peuplée et qui n'est pas non plus vitale, puisque c'est une région qui n'a pas de grands axes routiers qui la parcourent, etc. Donc, on voit bien que pour la Russie, ça n'est pas une région stratégique. En revanche, pour l'Ukraine, c'est stratégique parce que c'est finalement le seul territoire russe que les Ukrainiens sont arrivés à, entre guillemets, conquérir depuis 2 ans. Et c'est un petit peu l'idée de Zelensky de pouvoir exploiter cette présence ukrainienne en territoire russe dans de futures négociations. Par conséquent, les Ukrainiens tentent de s'accrocher à ce bout de terre beaucoup plus que les Russes. Et c'est l'occasion, par conséquent, pour les Russes de détruire les troupes qui s'accrochent au terrain. Et je vous le rappelle, j'en avais déjà parlé à l'époque de la bataille de Bakhmout et bien avant d'ailleurs, les Ukrainiens voient leur victoire attachée à la notion de territoire, gain de territoire ou protection du territoire ou regain de territoire, alors que les Russes voient leur succès dans la destruction du potentiel ukrainien. Je vous rappelle, c'est les termes de démilitarisation, dénazification qui avaient été utilisés par les Russes. Alors, on peut discuter ces termes, toujours est-il qu'ils reflètent des notions très différentes. Pour les Ukrainiens, je le rappelle, c'est une notion territoriale, alors que pour les Russes, c'est une notion de potentiel. Et par conséquent, lorsque les Ukrainiens s'accrochent au terrain, ils facilitent l'approche russe qui est de détruire le potentiel qui s'accroche au terrain. Et c'est exactement la situation que l'on a dans la région de Koursk en ce moment. Et par conséquent, les Ukrainiens, si vous voulez, par cette stratégie qui ne cherche pas à toucher les forces russes, mais de territoire, eh bien, les Ukrainiens sont finalement enfermés dans une stratégie qui les conduit à la défaite. On est dans une situation que je qualifie d'asymétrique, c'est-à-dire que la stratégie que vous avez favorise la stratégie de l'adversaire. Et c'est exactement la situation qu'on a. Et c'est depuis, d'ailleurs, on l'avait vu à Bakhmout, un militaire, comment dire, un militaire russe, si vous voulez, aurait reculé pour mieux sauter, alors que les Ukrainiens se sont attachés systématiquement au terrain. Et encore que Bakhmout était un cas particulier, puisque Bakhmout est une bataille qui n'a pas été conduite par l'armée russe, mais par les forces de Wagner, qui étaient dans une structure de conduite séparée de l'armée russe. C'est important aussi de le dire parce que la plupart des observateurs négligent le facteur de structure de conduite qui est extrêmement important, que j'ai évoqué d'ailleurs à propos des missiles. Mais c'est l'épine dorsale de toute opération militaire, c'est la structure de conduite. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on est. Donc, la situation à Koursk continue à se détériorer. Il y aurait à peu près maintenant 12 000 morts. Enfin, c'est pas vrai ce que je dis. Les Ukrainiens auraient souffert, selon les Russes, environ 12 000 pertes. Donc, pertes, c'est morts et blessés, donc pas exclusivement morts. Mais si vous vous rappelez ce qu'on avait dit à la mi-août de cette année, que les Ukrainiens avaient engagé environ 11 000 hommes dans la région de Koursk et qu'aujourd'hui, vous voyez que les pertes
à Koursk s'élève à pratiquement 12 000, à peu près entre 11 et 12 000. Donc vous voyez que pratiquement les Ukrainiens ont grillé une bonne partie de leur potentiel, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est des troupes qui ont dû être ajoutées par rapport à ce qui avait été engagé auparavant. Donc on voit que les Ukrainiens sont dans une spirale descendante, si vous voulez, par rapport à la Russie. Et c'est d'ailleurs cette situation qui conduit les Américains à être très prudents concernant la décision sur les missiles, parce qu'ils savent que si des missiles sont utilisés dans la profondeur du territoire russe, les Russes vont certainement aussi augmenter leur niveau d'opération ou le niveau de destruction en Ukraine, et que ça pourrait accélérer encore comment dire, la défaite de l'Ukraine. Alors, cette défaite, elle va se passer. La question, elle n'est pas de savoir si ça va se passer. La question, c'est de savoir quand et comment elle va se passer. C'est ça la vraie question. Et c'est aussi ça qui freine un peu les Américains, parce que on s'aperçoit, et d'ailleurs les Occidentaux, parce qu'on s'aperçoit que, à part les Britanniques qui restent très vocaux sur la question des missiles, on voit que tous les pays occidentaux maintenant deviennent de plus en plus prudents quant à l'envoi de troupes, etc., qu'ils avaient annoncé en début d'année, qu'ils étaient prêts à envoyer des troupes, à aider l'Ukraine. Ils ont signé ces accords de sécurité bilatéraux, mais en réalité, aujourd'hui, on constate que tous les pays, alors je ne parle pas de la rhétorique de l'Union européenne, mais l'Union européenne, ce sont des gens qui n'ont aucune responsabilité de population, hein, c'est des bureaucrates, c'est tout, mais ceux qui ont des responsabilités commencent à se dire qu'investir des vies humaines dans un conflit qui est pratiquement perdu d'avance n'est pas une bonne stratégie. Donc voilà un petit peu la situation qu'on a actuellement en Ukraine. Comment vous expliquez que malgré l'intensification des opérations militaires de deux côtés, Zelensky n'a pas arrêté depuis quelques semaines à évoquer la possibilité d'entamer des discussions de paix avec les Russes en exigeant la participation des Russes, contrairement à ce qui a été organisé en Suisse lors de la conférence de paix organisée par M. Zelensky et exécutée par M. Enzo Cassis. Alors, n'est-ce pas, il faut bien comprendre, j'ai quelquefois l'impression que les commentateurs francophones, notamment, opposent systématiquement le fait de faire la guerre au phénomène de négociation. Ce sont deux phénomènes qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Et le fait d'intensifier, et c'est la même chose d'ailleurs que les Américains qui poussent les Ukrainiens à négocier en réalité, parce que c'est ça que les Américains aimeraient. Ils aimeraient que Zelensky arrive à une position de négociation. Alors, dans quel but, ça on peut discuter. C'est pas non plus les Américains voudraient un gel du conflit, etc., qui ne conviendrait pas aux Russes. Bon, ça c'est une autre question. Mais l'idée que les Américains fournissent des armes à l'Ukraine et en même temps poussent l'Ukraine à négocier, ça n'est pas antinomique. Quand j'entends les commentateurs et commentatrices francophones, je suis assez surpris de voir qu'ils opposent, mais évidemment ils sont très anti-américains, donc ils disent les Américains sont contradictoires parce qu'ils donnent des armes et en même temps ils poussent à la négociation. En réalité, le fait de fournir des armes et en même temps demander la négociation n'est pas contradictoire, parce qu'en fournissant des armes, c'est l'idée de Zelensky, c'est qu'en intensifiant les opérations, ça incite les Russes à s'interroger sur la pertinence de négociation. Et la faute de calcul des Ukrainiens comme des Européens d'ailleurs dans cette affaire, c'est de penser que les Russes ne veulent pas négocier. Or, ce n'est pas exactement le cas. Les Russes ont toujours déclaré qu'ils étaient prêts à négocier, mais ils sont prêts à négocier sous certaines conditions naturellement, mais ils n'ont jamais été contre le fait de négocier. Et par conséquent,
le fait de les pousser à se battre a l'effet inverse auprès des Russes. C'est-à-dire que le fait d'entrer sur Koursk, par exemple, a conduit les Russes à dire nous, on ne peut pas négocier tant que les Ukrainiens sont sur le territoire de Koursk. Donc la première chose pour nous, c'est de repousser les Ukrainiens et ensuite on pourra négocier. Mais l'idée des Ukrainiens, c'était différent. C'était dire on entre à Koursk, comme ça forcera les Russes à négocier. Vous voyez, donc on est sur, de nouveau, une question de perception qui est très différente. Il n'est pas nécessairement contradictoire de fournir des armes et de demander une négociation en même temps. Et c'est là où les perceptions et où la manière de comprendre, pas seulement la logique, mais la mentalité de l'adversaire est essentielle. Et les Ukrainiens, mais comme les Européens, n'ont jamais réussi à le faire. Mais vous remarquez, on a un phénomène absolument identique en Palestine. C'est exactement le même phénomène. Les Occidentaux, et en particulier probablement ceux qui viennent d'Europe centrale, parce qu'on voit que les Ukrainiens, les Polonais, les pays baltes, toute cette bande qui se trouve, sont des gens qui sont extrêmement comment dire, on pourrait presque dire ethnocentrique d'une certaine manière, et c'est de cette région que viennent d'ailleurs les dirigeants israéliens, il ne faut pas l'oublier. C'est une zone extrêmement ethnocentrique où on n'essaye pas de réfléchir à comment pense l'autre. C'est notre manière de penser qui compte et qui fait, si vous voulez, qui donne le là dans la réflexion. Et les raisons pour lesquelles l'Ukraine va vers la défaite sont exactement les mêmes que celles qui poussent Israël vers la défaite. C'est exactement le même mécanisme, c'est-à-dire l'absence totale de compréhension de votre adversaire, l'absence totale de volonté de vouloir comprendre votre adversaire. C'est exactement l'inverse de ce que disait Sun Tzu il y a plus de 2500 ans. Et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres perdent. On a essayé de se persuader, et alors, non seulement on a essayé de se persuader, mais on a essayé de persuader les autres, ce qu'on appelle le narratif, qui est destiné à conforter cette idée que c'est nous qui allons gagner, c'est les autres qui vont perdre, et c'est notre manière de voir le problème qui est la manière juste. Et vous avez la même chose exactement dans les deux conflits. C'est ça qui est assez intéressant dans l'observation du conflit israélo-palestinien et le conflit ukraino-russe, c'est de voir qu'on a des deux côtés celui qui perd et celui qui est incapable de comprendre l'autre. Et on trouve le même phénomène dans les deux cas. Les Palestiniens comprennent mieux les Israéliens que les Israéliens ne comprennent les Palestiniens. Et en Ukraine, les Russes comprennent mieux les Ukrainiens que les Ukrainiens ne comprennent les Russes. Et donc, c'est presque mathématique, celui qui ne comprend pas l'adversaire perd. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Occidentaux, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, systématiquement, et au Sahel d'ailleurs, ont perdu ou n'ont pas été capables d'avoir la victoire parce qu'ils n'ont jamais fait l'effort de comprendre leur adversaire. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours, et vous aurez encore du terrorisme en France. Parce que les Français sont incapables de se mettre dans la tête des islamistes ou tout simplement des musulmans. D'ailleurs, même pas besoin d'aller au niveau des islamistes, ils n'arrivent même pas à comprendre les musulmans. Et c'est la raison pour laquelle la situation va empirer. Je pense qu'aucune situation n'est irréversible, ça j'en suis persuadé, et aucune situation n'est simplement due à la fatalité. Toutes les situations qu'on a et qu'on aura sont construites par notre manière d'aborder le problème. Le 7 octobre est le résultat de 80 ans d'incompréhension. L'intervention russe en Ukraine est le résultat de 8 ans d'incompréhension totale des minorités russes. Et tous ces conflits sont parfaitement prévisibles parce qu'ils montrent que d'un côté, il y a une partie qui n'a jamais voulu essayer de comprendre la situation d'une minorité, des minorités d'ailleurs. C'est le cas pour Israël et c'est le cas pour l'Ukraine vis-à-vis des Russes. Donc,
Et c'est la même chose en France vis-à-vis des musulmans, etc. Donc on aura exactement le même phénomène qui se passe. La paix ou la guerre de demain, elle se décide aujourd'hui. Elle ne va pas se décider dans le futur, elle se décide aujourd'hui. Et exactement comme je l'ai déjà dit, la guerre enfin, le 7 octobre 2023 s'est décidée en 2022, 2021, 2020 et bien avant. Pas le 6 octobre 2023, n'est-ce pas? L'intervention russe du 24 février 2022, elle ne s'est pas décidée le jour avant. Elle résulte d'un processus qui a dégénéré, qui date de bien avant. C'est aujourd'hui qu'on fait la paix de demain. Oui. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Jacques Beau, permettez-moi de sortir un peu de... J'aimerais savoir comment vous résistez, parce que dire ces réalités, ces constats, ces vérités, dire que sur la guerre russe-ukrainienne, on a commencé à attaquer les minorités russes à Donbass. Sur le 7 octobre, on oublie souvent 75 ans de colonisation, de vol, de viol, des crimes. Sur le terrorisme, on oublie qu'on a fait et instrumentalisé le terrorisme, etc. Vous risquez d'être étiqueté pro-russe, antisémite, complotiste, etc. Cette doctrine de détectage, de superficialité, de traitement et d'analyse à la doctrine des plateaux, Darius, Bujada, etc. Comment vous arrivez à résister? Ça fait plus de 15 ans, vous résistez à cette machine détectage. Alors, c'est très simple. D'abord, ce sont les faits. Vous comprenez, aucun conflit, personne ne déclenche un conflit parce qu'il se réveille le matin et dit aujourd'hui je vais faire une guerre. C'est pas comme ça que ça se passe. Tous les conflits, quels qu'ils soient, sont des conflits qui ont leur genèse bien avant. La Deuxième Guerre mondiale, elle a commencé avec le traité de Versailles. Vous comprenez? La Première Guerre mondiale, elle a commencé en fait avec le problème des minorités au début des années 1900. Il y a toujours une genèse au conflit, quel qu'il soit. Ça n'est pas à être anti-machin, anti-truc, complotiste, etc. Tous les conflits ont une genèse. Le problème est que les complotistes sont ceux qui négligent l'histoire, qui dénient le rôle de l'histoire du conflit et qui font partir le conflit toujours à une date précise. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'expliquer le reste. C'est du complotisme. J'attends, LCI, RTS, BFM TV, etc., sont des chaînes qui sont de ce point de vue-là complotistes parce qu'ils ignorent tous les éléments qui ont conduit à une détérioration du Sud. Les conflits tels qu'on le voit apparaître, quels qu'ils soient, qu'ils s'appellent terrorisme, qu'ils s'appellent 7 octobre, qu'ils s'appellent 24 février, qu'ils s'appellent ce que vous voulez, c'est toujours le vase qui déborde, mais il y a toujours les gouttes qui viennent s'accumuler dans le vase avant. N'est-ce pas? Quand le vase déborde, c'est l'accumulation de toutes les gouttes qui sont venues avant. Et nous, on voit que le débordement, et c'est le débordement qui effectivement nous choque, mais en réalité, il y a tout les gouttes qui sont venues avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on crée des conflits, typiquement avec la Chine. On sait qu'on crée un conflit aujourd'hui. On sait qu'on le fait, n'est-ce pas? Toutes les gouttes sont en train de s'accumuler. Elles commencent à déborder avec l'économie européenne, avec tout ça. Mais on sait que toutes ces gouttes s'accumulent. C'est ça qui est dramatique. Et on savait avec la Palestine, on le savait. Tout ça est su parce qu'on a c'est pas simplement mon point de vue, c'est les déclarations des Nations Unies, c'est les déclarations des résolutions du Conseil de sécurité qui ont systématiquement annoncé tout ça. Je ne fais que rapporter ce que dit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le problème, c'est qu'on a des gens, la plupart de nos journalistes, et c'est particulièrement vrai en Suisse et en France, sont des gens qui en réalité représentent ces idéologies
ils sont de la même idéologie, exactement la même que ces idéologies qu'on avait dans les années 30, c'est-à-dire complètement centrés sur eux-mêmes, le refus de comprendre la perception de la situation par des minorités, et ça se vérifie. J'entends, si vous lisez mes livres, je décris exactement, je ne cite que des faits. Les journalistes ignorent totalement, ils veulent délibérément ignorer, parce que c'est ça qui est important. C'est pas qu'ils ne savent pas, ils savent, mais ils refusent de l'ignorer, parce que, de nouveau, tous les éléments que je mentionne sont des éléments qu'on a même retrouvés concernant l'Ukraine dans la presse ukrainienne. Ou quand vous allez en Israël, c'est la presse israélienne qui l'a dit, depuis très longtemps. C'est pas moi qui ai sorti ça de mon chapeau à partir du mois d'octobre. Tout ça existait bien avant. Le fait que la situation était explosive à Gaza, les journaux israéliens l'ont dit à plusieurs reprises entre 2022 et 2023. On savait que ça allait exploser. On le savait très très bien, tout ça était parfaitement écrit. J'entends, il y a eu une succession d'événements à Gaza, des questions, pas seulement des attaques israéliennes, mais des problèmes de versement de salaire, il y a eu des problèmes avec les fonctionnaires, etc. Et tout ça, les pays occidentaux ont été les artisans parce que tout ça a été écrit, était dans la presse, principalement israélienne, parce que nous, on ne s'intéresse pas du tout quand ça concerne les Palestiniens. Notre presse, finalement, ignore ce que disent les Israéliens, parce que même les Israéliens ont constaté qu'on était dans une situation explosive à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, etc., etc. Tout ça a été parfaitement connu, documenté. J'ai mis dans mes livres, mon livre sur la guerre, l'opération Déluge d'Al-Aqsa, je vais peut-être vous choquer, mais il n'y a pas de source palestinienne. Il n'y a que des sources israéliennes. Il n'y a que des sources israéliennes ou américaines. Donc, c'est des choses qu'on savait très bien et qu'on a délibérément ignorées. Et c'est pour ça que je suis très sévère à l'égard de nos journalistes. Et pourquoi aujourd'hui ils combattent? Personne d'ailleurs ne m'invitera sur un plateau de télévision parce qu'aucun n'aura le courage de venir réfuter ou essayer de réfuter ce que je dis. Personne n'aura ce courage-là parce que personne ne peut le faire. Je défie n'importe quel journaliste de venir et me contester les faits que je donne. Et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, il faut encourager les mesures de répression de la liberté d'expression, parce qu'en réalité, si on pouvait, on peut démontrer que nos médias ont délibérément ignoré les avertissements qu'on avait dans la presse. Si vous n'êtes pas invité par ces cirques médiatiques, ça ne fait que honneur à vous. Hein, parce oui, alors c'est comme ça que je le vois aussi. Pas un élément du fanfare médiatique. On sait ils nous ont menti. De toute façon, ils nous ont menti depuis des années. Donc, et c'est parfaitement vrai à l'égard de la situation en Ukraine, tout simplement parce que le problème de nos journalistes, ils ne jugent pas la situation d'après les faits, ils les jugent d'après le fait qu'ils n'aiment pas Poutine. Voilà, c'est ça. Le critère, c'est ça. On n'aime pas Poutine. Et c'est d'ailleurs un journaliste, je peux même vous dire, qu'un journaliste d'un grand quotidien français m'a dit au téléphone, il m'a confié dans une conversation privée, il m'a dit « Notre rédaction nous interdit d'écrire la vérité parce que ça signifierait qu'on soutient Vladimir Poutine. On nous interdit d'écrire la vérité. On nous interdit d'écrire la vérité parce que ça signifie qu'on soutiendrait Vladimir Poutine. » Oui. Vous comprenez ce que dit cette phrase. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on est dans cette situation-là où les Occidentaux, aujourd'hui, doivent, pour, en fait, comment dire, se protéger leur narratif, interdire la publication. C'est pour ça que vous avez toutes ces... Et d'ailleurs, notez que toutes ces initiatives contre Twitter, contre Telegram, etc., interviennent maintenant. Elles interviennent au moment où, soit en Palestine, soit en Ukraine, soit en Europe d'ailleurs, on voit que la situation s'effondre.
que la position occidentale n'est plus tenable. Donc c'est maintenant qu'on commence à mettre des barrières à la liberté d'expression, parce que c'est maintenant qu'on voit la convergence ou l'absence de convergence, si vous voulez, entre le narratif et la réalité. Et qu'aujourd'hui commence à apparaître finalement le conflit qu'il y a entre ce qu'on a dit et ce qui est. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, on combat la liberté d'expression, parce qu'elle met en évidence comment dire, cette collision qu'il y a entre, et cette collision dans le sens, comment dire, explosif du terme, si j'ose dire, entre une réalité et un narratif qui ne collent pas. On n'a pas de convergence, on a une collision. Et ça, c'est très important de le relever. C'est clair. J'aimerais bien terminer notre rencontre hebdomadaire avec vous avec le deuxième sujet qui est lié à la guerre contre Gaza. Les développements les plus importants étant les opérations qualitatives des Houthis, du Hezbollah dans les profondeurs israéliennes et en même temps la montée de la voix menaçante de Netanyahou, en particulier contre le Hezbollah et le Front Nord, sans oublier aussi à mentionner l'augmentation, l'intensification de la pression croissante sur lui de l'intérieur d'Israël. Quelle est la situation d'après vous? Alors, je pense que l'élément le plus marquant actuellement, parce que les frappes israéliennes contre le Sud-Liban, en réalité, on en parle maintenant, mais elles sont quotidiennes depuis des années. Là aussi, quand vous lisez le rapport de la force d'interposition des Nations Unies au Liban, la FINUL, depuis des années, on parle de violation de l'espace aérien. Pratiquement, il y en a des milliers par année de violations de l'espace aérien libanais. On commence aujourd'hui à en parler parce que les journalistes flairent l'odeur du sang, donc ils s'imaginent que ça va déclencher un conflit. Donc pour eux, conflit signifie bonne vente. Voilà, si vous voulez, ça c'est la logique du journaliste. C'est plus il y a de sang, plus on vend. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il s'intéresse à ça. Mais en réalité, ça fait des années, et quand vous épluchez les rapports, il y a des rapports tous les 6 mois de la mission des Nations Unies au Sud-Liban, vous voyez qu'il y a régulièrement, pratiquement tous les jours, des violations de l'espace aérien, accompagnées quelquefois de frappes, accompagnées de passages de banques supersoniques afin d'effrayer les populations, etc., etc. Donc on est dans des choses qui sont finalement très régulières au Sud-Liban, et c'est d'ailleurs ce qui a justifié la persistance, devrais-je dire, du Hezbollah dans cette région, parce que le Hezbollah a dit que tant qu'Israël ne cessait pas ses interventions au Sud-Liban, eh bien, le Hezbollah resterait. Je rappelle que normalement, au terme des accords du Taïf de 1979, toutes les factions libanaises auraient normalement dû déposer les armes. Mais le Hezbollah a refusé tant qu'Israël n'avait pas rempli sa part, les conditions, si vous voulez, pour que le Liban puisse être indépendant, c'est-à-dire la présence israélienne dans le Sud-Liban, qui est toujours effective. Je le rappelle, ce n'est pas une grande présence, mais elle est toujours là. Et puis la présence, les violations de l'espace aérien. Mais ça, je dirais, ça fait partie un petit peu, je vais dire, presque du courant normal d'une certaine manière, assez tragiquement d'ailleurs. Mais j'aimerais revenir quand même sur la frappe qui a été menée par les Houthis, ou Ansar Allah, contre Israël, et qui a frappé les environs de Tel Aviv, apparemment une station électrique de Geretz ou Geretz, je crois. Je peux me tromper sur le nom, mais il me semble que c'est le nom qui a été évoqué. Et cette frappe, elle était menée par un missile hypersonique, c'est-à-dire un missile qui a franchi 2040 km en 11 minutes, ce qui vous donne une vitesse de plus de 11 000 km/h, ce qui est assez remarquable. Et que, encore plus remarquable, ce missile a passé au-dessus d'un certain nombre, peut-être je peux vous montrer la carte afin que vous ayez une vision de la situation. C'est une carte qui a été publiée
voilà, par les, comment dire, par des médias arabes. Donc, vous avez ce missile qui a franchi plus de 2000 kilomètres et qui a passé au-dessus de plusieurs bâtiments américains qui ont été incapables d'intercepter le missile. Et il est arrivé jusque dans les environs de Tel Aviv, ici, sans avoir pu être intercepté par aucun des systèmes antimissiles israéliens. Les Israéliens ont grosso modo 3 ou 4 systèmes antimissiles. Le plus connu est le dôme de fer, qui en fait est un système qui est fait pour lutter contre des missiles tactiques de type des roquettes qui sont tirées par les Palestiniens depuis la bande de Gaza ou bien depuis la Cisjordanie. Et puis vous avez ensuite le système de la fronde de David, qui est un système qui est surtout destiné à lutter contre les missiles de croisière et des appareils qui volent à altitude un peu plus élevée que les roquettes palestiniennes et qui pourraient venir, par exemple, d'Irak ou d'Iran. Et puis, finalement, vous avez le système Arrow, ou le Flèche, si vous voulez, qui est un système qui a, comment dire, qui est un, pardon, excusez-moi, voilà, qui est un système de missiles antimissiles balistiques, donc qui est destiné à lutter contre des missiles balistiques, donc qui arrive avec des vitesses considérables et qui arrive presque à la verticale. Or, aucun de ces systèmes n'a été capable d'intercepter le missile Houthi. Et c'est la deuxième fois d'ailleurs, ou deuxième ou troisième fois, que les Houthis parviennent à frapper l'intérieur du territoire israélien avec des engins. La première fois, c'était avec des drones qui n'ont pas réussi à être interceptés par les Israéliens. Et les Israéliens ont en plus le système Patriot qui, théoriquement, devrait être capable d'intercepter des missiles balistiques. Donc on voit ici, il y a plusieurs choses là derrière. Tout d'abord, il y a la détermination des Houthis à continuer dans leur stratégie comment dire, pas seulement continuer, d'augmenter le niveau d'intensité de leur stratégie pour obtenir un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens, puisque c'est l'objectif des Houthis. Donc, ils ont déclaré des sanctions unilatérales, et ces sanctions unilatérales concernent la lutte contre l'approvisionnement, notamment en mer Rouge, et l'approvisionnement du port d'Eilat, qui apparemment d'ailleurs est en difficulté financière du coup. Et donc ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, il y a un niveau d'élévation du degré de la menace, c'est-à-dire que tant que les Israéliens refusent d'arriver à un accord avec les Palestiniens, eh bien, les Houthis élèvent le degré de la menace. Et là, on est tout d'un coup dans un niveau de menace qui est assez considérable, puisque les Israéliens sont incapables de lutter là contre. Alors ça, c'est déjà le premier niveau, c'est-à-dire cette espèce d'escalade contrôlée que mènent les Houthis. Et il y a un deuxième phénomène là derrière qui, à mon avis, doit nous attirer notre attention. C'est que les systèmes occidentaux sont aujourd'hui pas en mesure de lutter contre les menaces qui sont même représentées par les Houthis. Le Yémen est un pays qui est relativement pauvre en ressources, qui a relativement peu de capacité, et pourtant, il arrive à tenir en échec le pays qui est, comme on le dit, le pays technologiquement le plus avancé du Proche-Orient. Et donc, ça nous dit quelque chose quand même sur les capacités occidentales et les limites des capacités occidentales contre les capacités, là, simplement des Houthis. Imaginez-vous maintenant ce que pourrait être une attaque de l'Iran contre Israël. Et je pense que cette attaque doit faire réfléchir aujourd'hui les dirigeants israéliens qui continuent à faire planer l'idée d'un conflit avec l'Iran,
Le missile qui a été utilisé par les Houthis n'a pas été, les Houthis n'ont pas déclaré quel type il s'agissait, mais on sait que les Iraniens ont un missile hypersonique, le Fatah 2, qui est un missile qui a probablement des caractéristiques très semblables de celles qui a été utilisée par Ansar Allah contre Tel Aviv. Donc, on a des capacités de l'Iran qui sont certainement beaucoup plus étoffées que celles du Yémen, et par conséquent, je pense que l'exemple là du Yémen, enfin donné par le Yémen, devrait faire réfléchir les dirigeants occidentaux et notamment américains, puisqu'il y a certains parlementaires américains qui incitent Israël à attaquer l'Iran. Je pense qu'il y a vraiment des réflexions à faire sur les capacités effectives d'Israël pour lutter contre une attaque, et on peut jusqu'à maintenant sans doute se féliciter du fait que l'Iran soit aussi retenu dans sa manière de répondre aux provocations israéliennes. Et notamment l'attaque d'Ismail Haniyeh à Téhéran il y a maintenant bientôt 2 mois. Donc, ça, c'est une leçon, à mon avis, qui est intéressante. Et puis, il y a un autre phénomène qui doit être analysé aussi. On s'aperçoit que Israël a été attaqué par le Hezbollah il y a quelques semaines, avec notamment une attaque contre l'unité 8200 des forces du renseignement israélien, qui est l'unité 8200, est l'unité de renseignement électronique israélienne. C'est l'équivalent de la NSA américaine pour ceux à qui ça dit quelque chose. Et apparemment, semble-t-il, de nouveau, ce sont des sources arabes, enfin, c'est des sources occidentales qui sont confiées à des sources arabes. Je ne peux pas vérifier ces chiffres, mais ils donnent une indication, c'est qu'il y aurait eu 22 morts faits dans l'attaque du quartier général de l'unité 8200. Et on a appris que le chef de l'unité 8200 avait apparemment donné sa démission, mais on n'a plus d'image de lui depuis cette attaque, et il est possible, de nouveau je ne sais pas, mais il est possible qu'il ait été tué dans cette attaque et qu'aujourd'hui on fasse passer ça comme étant une démission. Donc ça veut dire que l'attaque du Hezbollah dans la profondeur du territoire israélien était extrêmement efficace. Et puis, on a eu l'attaque du 13 avril de cette année, menée par l'Iran, qui elle aussi a atteint ses objectifs. Donc, on a, et là je me limite à ces 3 attaques qui sont assez remarquables. Les Iraniens ont utilisé des drones comme leur pour que les missiles atteignent leurs objectifs. Le Hezbollah a utilisé des missiles comme leur pour que les drones puissent atteindre leur objectif. Et puis les Houthis ont utilisé un missile hypersonique qui n'a pas eu besoin de leur pour toucher son objectif. Donc on a 3 attaques totalement différentes dans leur conception, totalement différentes dans leur articulation, et qui les 3 ont déjoué les défenses très sophistiquées d'Israël, combinées avec celles des États-Unis, puisque je rappelle que pour les attaques menées par le Hezbollah et celles de l'Iran, il y avait des bâtiments américains à proximité qui avaient pour objectif d'assister Israël dans sa défense. Et puis, dans le cas du Yémen, eh bien, les bâtiments qui étaient en mer Rouge n'ont pas été capables d'intercepter le missile des Houthis. Donc, on a là de nouveau des exemples qui montrent que ce sentiment de supériorité qu'on a en Occident, et quand je dis on a en Occident, je prends dans le mot Occident, je prends Israël, puisque ça n'est pas un pays du Moyen-Orient, c'est un pays de mentalité et d'approche des conflits qui est très occidentale. Eh bien, dans cette approche occidentale, on a une forme d'arrogance qui pense que les autres sont pas suffisamment
capables de constituer des adversaires à notre valable, si vous voulez. Et cette espèce de mépris pour l'adversaire qu'on a généralement en Occident, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, eh bien, se traduit aujourd'hui par une faiblesse. Et c'est exactement cette faiblesse que j'évoquais dans Sun Tzu et que j'évoque d'ailleurs dans mon livre Le déluge d'Al-Aqsa. On ne peut pas, si vous partez dans un conflit en méprisant votre adversaire, vous avez toutes les chances de perdre. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Voilà, je peux pas, on pourrait élaborer davantage, mais pour le temps qu'on s'est fixé, je vais rester à ces considérations. Merci infiniment, Jacques, pour toutes ces explications. Merci infiniment et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous invite tous à liker, à partager, à commenter notre contenu et à soutenir notre chaîne parce qu'il y a beaucoup de restrictions, des tentatives de limitation de distribution de notre contenu. C'est la société de contrôle, la société d'orientation et de manipulation. Merci infiniment. Toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de votre réflexion pour qu'on puisse réagir avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine rencontre. Merci à vous et bonne semaine à tous.